អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Comme annoncé ce matin au parti et au public, il y a aujourd'hui 2 audiences. Cet après-midi, nous entendrons les observations des partis qui pourront donner leur avis sur la déposition de Philippe Short, qu'il est prévu d'entendre du 1er au 8 octobre 2012. Comme déjà indiqué, et compte tenu de l'avis donné ce matin par les médecins au sujet de l'état de santé de M. Yengsari, actuellement et dans un avenir proche, son état de santé ne lui permettra pas d'assister aux audiences. Par conséquent, la Chambre souhaite connaître l'avis des partis quant à la manière de programmer les audiences visant à recueillir la déposition de Philippe Short. Tout d'abord, la parole est à l'accusation. Je vous en prie. L'accusation. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, maîtres, ainsi que toutes les personnes ici présentes. Je sais que je suis arrivé depuis peu, mais ce matin, j'ai suivi l'audience. Je me suis entretenu avec les représentants du coprocureur qui étaient dans le prétoire. En bref, notre position est la suivante. Nous ne sommes pas opposés au report de la déposition de l'expert Philippe Short, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, nous n'y sommes pas opposés parce que d'après ce que nous avons pu constater aujourd'hui, il y a certaines incertitudes qui se posent concernant l'état de santé de M. Yengsari, au moins dans l'immédiat. Nous avons pris connaissance des rapports d'experts concernant l'aptitude mentale de M. Yengsari seulement récemment, début septembre. Il était clair que Yengsari était apte à déposé, mais depuis lors, d'autres problèmes se sont posés quant à sa santé physique. Et compte tenu des dépositions entendues ce matin, on ne sait pas exactement quel traitement administrer. Par ailleurs, on ne sait pas exactement quelles seraient les répercussions de son état physique sur sa santé mentale. Ce matin, les témoins ont bien dit ne pas être des experts de ce domaine. Ils ont néanmoins apporté des informations très importantes. Compte tenu de cette incertitude relative à son état de santé, et en plus de la situation actuelle, à savoir que la défense de Yengsari a l'intention, en tout cas sur la base des lettres qui ont été communiquées, a l'intention donc de ne pas prolonger le procès en acceptant de renoncer au droit de Yengsari d'être présent, et ce pour la déposition de 8 témoins. La défense a aussi accepté de renoncer à ce droit concernant la présentation de documents, en particulier pour ce qui est de cette étape de l'affaire, à savoir structure administrative, appareil de communication, ainsi que pour la présentation des documents ayant trait à la recevabilité des déclarations de témoins. Selon l'accusation,
compte tenu du nombre de témoins pour lesquels, à ce stade, la défense a l'intention de renoncer au droit de l'accusé d'être présent, et compte tenu du fait qu'il y a aussi des audiences de procédure pour lesquelles Ieng Sary est prêt à renoncer à être présent, et d'après nos estimations, pour les témoins suivants, 186, 389, 320, 428 et 475, en plus de la présentation des documents auxquels les juges ont demandé aux parties de se préparer, nous avons indiqué à la juriste hors classe que nous aimerions disposer d'une journée et demie pour présenter des documents sur les structures administratives et la période de communication. Il y aurait aussi des audiences sur la recevabilité des déclarations de témoins. D'après nos calculs, compte tenu de ces renonciations, il y a 4 semaines de temps d'audience qui pourraient être utilisées pour entendre les témoins que la Chambre entendait citer à comparaître. On peut aussi entendre les observations des parties sur les documents, conformément aux demandes de la Chambre. Il s'agit pour nous de quelque chose d'essentiel, que le procès puisse continuer. Nous pensons qu'actuellement, au moment où il y a des incertitudes quant aux effets de l'état de santé actuel de M. Ieng Sary, nous pensons qu'il est possible d'avancer et l'on ne perdrait rien à procéder comme je l'ai indiqué. Avant de se retrouver dans une situation où les juges devraient se pencher sur des problèmes liés à de longs retards, et au cas où il n'y aurait pas de renonciation au droit d'être présent pour la déposition de tel ou tel témoin, avant qu'on en arrive là donc, nous sommes d'avis que la règle 81.5 exprime la jurisprudence internationale comme quoi toutes les autres options devraient être envisagées avant que l'on n'envisage de restreindre le droit d'un accusé. Pour nous, nous n'en sommes pas encore là, mais il est bon d'avoir ce débat. Et ce, compte tenu de la position adoptée par la défense de Ieng Sary, à savoir que Ieng Sary est prêt à entendre des témoins, surtout lorsque leur déposition ne porte pas directement sur ses actes et son comportement, ni sur la structure du ministère des Affaires étrangères. Si, en plus de cela, on tient compte du point de vue des experts, or hier, on a reçu un rapport de la WESU, selon quoi le professeur Short préfère déposer début 2013, en fait c'est seulement dans quelques mois, et ce, compte tenu de sa charge de travail actuelle. C'est donc la préférence qu'il a indiquée auparavant, et à présent, il y a une nouvelle situation, à savoir qu'on peut entendre d'autres témoins. Selon nous, ce serait avantageux pour le témoin, ce serait avantageux pour l'accusé et pour la Chambre elle-même que le procès se poursuive sans de grands débats juridiques sur l'opportunité ou non de se faire. Dès lors que M. Short vit aux États-Unis, et de toute façon, il est à l'étranger, il devrait donc prendre un certain temps pour se déplacer.
et même dans le meilleur des cas, à savoir que le rapport hebdomadaire sur Yang Sari serait obtenu la semaine prochaine, et même si ce rapport disait que Yang Sari était physiquement apte et qu'il peut revenir assister aux audiences, même dans ce cas-là, cette semaine, ce serait une trop longue période, ce serait trop tard pour répondre au professeur Short. Donc, par mesure de précaution, du point de vue de l'organisation du procès, notre position consiste à dire qu'un report est profitable à chacun. Parfois, il est difficile de faire comparaître les témoins dans l'ordre exact que nous souhaitons, mais compte tenu de la nature de cette affaire et compte tenu de l'âge de l'accusé et d'autres facteurs qui sont source de complications, si les prévoins qu'il est prévu de citer à comparaître viennent, même si ce n'est pas dans l'ordre idéal, malgré tout, cela ne saurait porter beaucoup de préjudice à la conduite de l'affaire. En ce qui concerne de la santé physique de M. Yang Sari, nous demandons une chose. En plus de notre demande tendant à ce que la déposition de M. Short soit reportée à une date ultérieure, nous demanderions au juge, au titre de la règle 32, de désigner des neurologues nationaux et internationaux qui seraient chargés d'examiner M. Yang Sari à titre extrêmement urgent, de façon à ce que nous puissions nous faire une idée de la situation réelle concernant sa santé. Il est clair que des médecins ont déposé ce matin, ils ont parlé de consultants. Je pense que le moment est opportun de faire comme je l'ai proposé et de désigner des experts, des neurologues qui seraient chargés, sur ordre de la Chambre, de présenter un rapport dès que possible. De cette manière, nous serions exactement informés de l'état de santé physique de M. Yang Sari. Troisièmement, nous avons une autre demande. Nous avons déposé une requête en date du 19 septembre, E299-1, pour éviter de devoir débattre de ceci chaque semaine et de devoir se demander quel témoin on peut ou non citer à comparaître, nous voudrions que les juges demandent à la défense de Yang Sari et à Yang Sari lui-même bien sûr d'envisager la déposition des 35 témoins que nous avons mentionnés dans cette annonce faite à la Chambre et qui porte sur les premiers transferts forcés, le premier depuis Phnom Penh et le deuxième transfert forcé qui est intervenu durant la période du Cambodge démocratique. Si nous le demandons à présent, c'est compte tenu des renonciations exprimées jusqu'ici. Apparemment, la défense de Yang Sari ou Yang Sari lui-même pourrait être disposée à renoncer au droit d'être présent pour la déposition des témoins qui ne parleront pas directement des actes et conduites ni sur la structure du ministère des Affaires étrangères, ni sur... ou c'est apparemment le cas de tous les témoins qui vont parler des transferts forcés. Ces témoins ne vont pas parler de Yang Sari ou du ministère des Affaires étrangères. Donc, si on procède ainsi, et si on encourage les parties à procéder ainsi, peut-être que dans la semaine qui vient, nous pourrions constituer une réserve de témoins. Peut-être une vingtaine de témoins susceptibles d'être cités à comparaître, et concernant lesquels la défense de Yang Sari pourrait renoncer au droit de son client d'être présent, de façon à poursuivre le procès
en attendant de déterminer l'état de santé de M. Ieng Sary. Dans le contexte de cette demande, nous avons pris contact avec la défense de Ieng Sary juste avant l'audience. De façon générale, nous avons toujours bien coopéré dans le passé. Nous aimerions rencontrer la défense lundi, peut-être, afin de voir quels seraient les autres témoins que la défense serait prête à entendre en renonçant au droit de Ieng Sary d'être présent. Ceci est fait pour éviter tout retard, compte tenu de l'imprévisibilité liée à l'état de santé de M. Ieng Sary. En conclusion, comme tout le monde bien sûr, l'accusation veut veiller à ce que le procès soit aussi équitable et rapide que possible. Il faut trouver un équilibre entre les droits des uns et des autres. Selon nous, en reportant la déposition de Philippe Short et en entendant entre-temps les témoins concernant lesquels la défense de Ieng Sary a dit que son client renoncera sur l'être présent, et compte tenu d'une autre liste de témoins pour lesquels une renonciation serait possible, et compte tenu de la désignation d'un neurologue national ou international, peut-être le même qui ausculte actuellement M. Ieng Sary, peut-être que tout cela permettrait d'atteindre l'objectif qui nous est commun, à savoir d'avoir un procès mené de façon diligente et équitable. Merci. Le Président, merci à l'accusation. À présent, la parole est donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges et chers confrères, donc je voudrais vous faire part de la position de la partie civile et peut-être commencer par la fin en vous indiquant que la partie civile a finalement pris la décision de soutenir dans sa totalité la position des procureurs. Avant cela, je voudrais quand même vous tenir informé des raisons pour lesquelles nous avons abouti à cette décision, parce que je crois que c'est important, et important notamment pour les personnes que nous défendons. Nous avons pris cette décision en prenant d'abord en considération ce qui nous paraît indiscutable, c'est-à-dire le droit d'un accusé d'être présent à son procès, de pouvoir donner des instructions et aussi de pouvoir réagir en direct lorsqu'un témoin ou un expert est interrogé. Mais on ne peut pas parler de ce droit sans prendre également en considération, en face, le droit des parties civiles, notamment le droit qui résulte de la règle 21 du règlement intérieur sur l'équilibre des droits des parties, et également dans cette même règle, la règle qui dit qu'il faut préserver la garantie des droits des parties civiles. J'ajouterai que cette garantie des droits des parties civiles à avoir une procédure équitable est aussi rappelée par la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité, décision du 29 novembre 1985. On ferait une erreur de ne prendre toujours en considération que le seul droit des accusés. Je crois qu'il est important d'avoir toujours cette vision d'un équilibre entre les droits des parties. Je le dis d'autant plus aujourd'hui que nous avons appris ce matin le décès d'une partie civile âgée de 76 ans, qui donc, elle non plus, ne verra pas l'issue de ce procès. Cela dit, et pour avancer encore dans la discussion, nous regrettons que cette situation à laquelle nous aboutissons aujourd'hui n'ait pas été davantage anticipée. Compte tenu de l'âge des accusés, compte tenu de leur état de santé, nous pensons qu'il est vraiment indispensable de prévoir au moins un double agenda, de telle sorte que les audiences puissent se dérouler dans la continuité et qu'elles ne soient pas interrompues comme elles l'ont été. J'ajoute à propos d'anticipation que je suis pour ma part, nous sommes pour notre part préoccupés par
le contenu de la lettre de la défense de Ieng Sary du 17 septembre 2012, puisque dans cette lettre, les avocats de M. Ieng Sary indiquent non seulement qu'il n'est pas en mesure de préparer Philippe Short et qu'il ne sera pas là pendant l'audition de Philippe Short, mais également que pour le moment, M. Ieng Sary n'est pas non plus en mesure de préparer Elisabeth Becker et qu'il faut peut-être envisager aussi le report d'Elisabeth Becker. Et nous aimerions que la Chambre se penche dès maintenant sur cette question, de telle sorte que nous n'ayons pas, dans quelques jours ou quelques semaines, à nous poser les mêmes questions que celles que nous nous posons aujourd'hui. Cela étant dit, nous avons entendu aujourd'hui qu'il n'y a pas de nouveauté quant aux problèmes psychologiques de M. Ieng Sary. Nous avons entendu qu'il y a des problèmes physiques et que les médecins ne sont pas en mesure de nous donner des délais quant à la suite des événements d'un point de vue médical. Par conséquent, et pour aboutir à la conclusion, comme je vous l'ai dit, nous soutenons la position des procureurs, même si je dois indiquer à la Cour que, initialement, nous aurions préféré maintenir l'audition de M. Philippe Short dans la mesure où nous estimions qu'il n'y avait pas vraiment, dans les documents médicaux, de raison de reporter. Mais nous acceptons cette décision, nous acceptons cette proposition des procureurs parce que nous ne souhaitons pas engendrer de difficultés procédurales, parce que nous pensons que si la Chambre est en mesure de nous donner très rapidement les objets des prochaines audiences, les témoins qui seront interrogés ou les experts qui seront interrogés, nous pouvons continuer d'une façon normale. Nous acceptons également de soutenir les procureurs parce que nous avons pris en compte les propositions de M. Ieng Sary de renoncer à son droit d'être présent pour l'audition de certains témoins et que nous pensons que c'est une façon aussi de ne pas arrêter l'avancée de ce procès. Donc nous acquiesçons à la demande de reporter l'audition de M. Philippe Short. Nous demandons à la Chambre de nous donner le plus rapidement possible un agenda des prochaines audiences. Nous souhaiterions que la Chambre interroge la défense de Ieng Sary sur ce qu'elle entend faire à propos d'Elisabeth Becker, de telle sorte que la Chambre puisse envisager aussi cette situation et reporter, si nécessaire, l'audition de Mme Elisabeth Becker. Enfin, nous acquiesçons à la proposition des procureurs quant à la désignation de 2 experts et nous souhaiterions que ces experts puissent apporter très régulièrement à la Chambre et aux parties concernées, c'est-à-dire aussi à la partie civile, des rapports réguliers qui nous permettent d'apprécier la situation d'une façon précise. Voilà la position de la partie civile. Je vous remercie. Le Président. Merci. À présent, la parole est donnée aux équipes de défense. Si une équipe de défense souhaite s'exprimer, elle a la parole. Maître Canavas, je vous en prie. Maître Canavas. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. Tout d'abord, nous remercions l'accusation. Nous pensons que sa position raisonnable et pragmatique. Selon nous, c'est la seule solution possible à ce stade. Tout d'abord, ces 4 dernières années, voire davantage, la défense de Ieng Sary, au nom de son client, a beaucoup coopéré avec la Chambre de première instance. Et en particulier, M. Ieng Sary a fait montre d'une volonté exceptionnelle de coopérer avec cette institution, même si c'est en tant qu'accusé, jugé de crimes graves. Quand nous avons appris quel était l'état de santé de Ieng Sary, nous avons pris les devants. Immédiatement, nous avons examiné la liste de témoins. Nous avons consulté notre client. Et nous avons été en mesure d'établir une liste de 8 témoins concernant lesquels M. Ieng Sary, volontairement, est prêt à renoncer à son droit d'être présent. Je pense que nous
comprenons tous la nature de ce droit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Toutefois, je tiens à évoquer un point particulier qui a été soulevé par la partie civile lorsqu'elle affirme qu'elle ne voit aucune raison particulière de reporter la déposition de Philippe Short compte tenu de ce qui est indiqué dans le rapport médical. Nous avons entendu les médecins aujourd'hui. J'ai essayé de poser des questions sur la concentration. Quand j'ai interrogé le médecin, il m'a dit qu'il fallait un neurologue. Mais plus tard, quand j'ai insisté, il a admis que le cerveau ne recevait pas assez d'oxygène. Et deuxièmement, le moindre trouble provoque des vertiges. Dans ces conditions, comment une personne dans cette situation pourrait-elle participer à sa propre défense? Nous ne disons pas qu'il est mentalement inapte. Ce que nous disons par contre, c'est que dans l'état actuel des choses, il n'est pas en mesure de se concentrer pendant plusieurs minutes en compagnie de ses avocats et encore moins de se concentrer de 9h à 16h, compte tenu bien sûr des pauses. Compte tenu de tout cela, dans la pratique, il n'est pas seulement inapte physiquement, il est également inapte mentalement de suivre les audiences et de participer à sa défense. En effet, j'ai besoin de plus de 5 minutes à la fois pour le consulter. Comme je l'ai indiqué dans ma lettre, quand nous sommes allés le rencontrer ce vendredi-là, le jour même de son hospitalisation, c'était pour le consulter sur Philippe Short. Nous voulions examiner avec lui les passages du livre de Philippe Short qui existe également en français. Nous voulions lire avec Ieng Sary ces passages pour qu'il nous donne sa version de ce qui s'est produit lorsqu'il a été entendu par M. Short. Quant à Becker, je vais passer rapidement là-dessus. Quiconque a lu nos lettres, celles écrites par moi et mon confrère, sait que c'est bien clair. S'il n'est pas en mesure de participer à sa défense pour Philippe Short, il n'est certainement pas en mesure de le faire concernant Elisabeth Becker. Il ne renonce pas à son droit d'assister ses avocats pour ces témoins-là. Nous l'avons dit très clairement. Une lettre de suivi a été envoyée. Elle portait sur la dernière demande en date faite par l'accusation concernant 35 témoins. Par respect et compte tenu du caractère urgent de la situation, nous avons mentionné cela dans notre courriel. Nous avons dit que nous voulions rencontrer notre client et examiner la liste de noms. Cependant, il faut bien dire que parmi les noms proposés par l'accusation, nous ne sommes pas sûrs, et personne ne sait, combien de ces témoins seront acceptés par la Chambre. Je ne vois aucun inconvénient à m'asseoir à une table avec M. Smith pour examiner ces noms. Nous pourrions ensuite faire la même chose avec notre client. Mais dès que la Chambre aura fixé l'identité des témoins à entendre concernant ces questions, plus la Chambre le fera rapidement et plus nous serons en mesure de donner des indications à la Chambre à ce sujet. Nous convenons qu'il faut entendre un neurologue. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de M. Ieng Sary qu'il reçoive toute l'attention médicale nécessaire, car c'est dans son intérêt d'être apte. Et je pense qu'il a prouvé par les instructions données à son équipe et par les exigences imposées à son équipe, il a prouvé que nous participons de façon conséquente à ce procès. L'idée, c'est qu'à la fin du procès, personne ne pourra dire que Ieng Sary a été mal défendu. Dans ce sens, je pense que nous avons prouvé à tous égards notre volonté de participer à ce procès, et Ieng Sary lui-même l'a fait. Enfin, concernant la question de
d'une déposition à distance de la part de M. Philippe Short, je crois que l'idée doit être abandonnée d'office. Concernant Kiernan, nous avons indiqué qu'une déposition à distance pouvait se faire en cas de circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Philippe Short a indiqué qu'il était disponible en 2013. Il n'y a aucune raison de l'obliger à déposer en 2012, même si je constate que d'aucuns avancent des coûts de 270 euros. Selon mes calculs à moi, il s'agirait plutôt de 100 euros. Quel que soit le montant exact, c'est peu de choses vu l'enjeu, à savoir que l'autre option, c'est de violer les droits de quelqu'un. La déposition par lien vidéo ne fonctionne pas. M. Hengsari ne donnera pas son consentement. Et dans ce cas-là, il faut se pencher sur la règle 81.5 qui porte sur les procès par contumace, car c'est bien cela, c'est un procès par contumace. Si M. Hengsari n'est pas en mesure de participer à sa défense, et s'il n'autorise pas ses conseils à le représenter, s'il n'est pas en mesure de donner des instructions, de toute évidence, nous ne pouvons pas plaider ici en son nom. Et donc, dans les faits, il s'agirait d'un procès par contumace, ne serait-ce que pour la seule participation de Philippe Short. Lorsque l'on consulte l'alinéa 5 de la règle 81 et que l'on lit soigneusement le libé, en particulier 81.5b, il y a présomption que l'accusé peut participer, car 81.5b lit comme suit. Si l'absence de l'accusé cause des délais, si la durée de l'absence de l'accusé entraîne des retards conséquents et que l'intérêt d'une bonne administration de la justice l'exige, ce qui n'est pas le cas, la Chambre peut ordonner que la participation de ce dernier à l'audience s'effectue en ayant recours à des moyens audiovisuels appropriés. La position de départ est que il est incapable, car il l'a déjà fait. Et s'il était capable de le faire, il serait dans la cellule de détention temporaire du tribunal. Donc, pour l'avenir proche, l'idée que nous puissions aller de l'avant avec l'audiovisuel pour la déposition de Philippe Short, pour le simple désir de respecter le calendrier, quand on compare cela au fait que personne ne subira de préjudice si Philippe Short participe en 2013, et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer dans notre échange de communication avec le tribunal. Il y a assez de gens à faire comparaître et de choses à régler entre-temps, et il est raisonnable et nécessaire de le faire avant la fin de l'année, et nous pourrons voir quel sera l'état de Hengsari d'ici là. Ce que les médecins nous ont dit n'était pas très encourageant, mais les médecins semblent indiquer que d'ici 1 à 2 mois, M. Hengsari pourrait être capable de participer à sa propre défense. J'aimerais une fois de plus féliciter l'accusation pour son approche pratique. Lundi, nous pourrons lire la liste. Je ne peux vous garantir que nous aurons beaucoup de noms pour lesquels nous renoncerons. Nous allons parler entre nous et avec notre client. Nous ferons de notre mieux pour nous assurer que la procédure suive son cours, et nous encourageons bien entendu la Chambre de première instance à rendre une ordonnance désignant expert, ou plutôt, la voix se reprend,
de rendre une ordonnance sur les 1400 déclarations que l'accusation souhaite voir versées au débat. Cela va prendre un certain temps. Cette décision ne doit pas nécessairement se faire en public. Les partis vont certainement devoir prendre du temps pour rédiger les écritures qui s'imposent ou présenter à l'oral des arguments ou les deux. Mais il ne faut pas perdre de temps. Pendant que l'on permet à M. Yengsari de se rétablir. J'aimerais remercier la Chambre de première instance pour avoir prévu l'audience d'aujourd'hui. Et peut-être la prochaine fois, devrons-nous entendre de la bouche du spécialiste ce qu'il en est. Le président. Merci, maître. J'aimerais laisser la parole aux autres équipes de défense. Si vous avez des commentaires à faire, je vous invite à les faire maintenant. Maître Pessman. Merci, monsieur le président, et bon après-midi. J'ai quelques brèves observations. J'aimerais dire d'abord que nous accueillons favorablement la souplesse que démontrent toutes les parties sur cette question. Nous accueillons donc la souplesse aussi de la Chambre. Nous tenons à rappeler que cette souplesse devrait aussi être accordée à notre client, qui, tout comme Yengsari, a montré une volonté d'accélérer la procédure dans la mesure du possible. J'aimerais souligner que chaque après-midi, notre client a renoncé à son droit de participer directement au débat. Et chaque après-midi, la Chambre demande au service technique d'assurer un lien audiovisuel entre le prétoire et la cellule de détention dans laquelle se trouve mon client pour qu'il puisse y participer. Mais j'aimerais rappeler, comme nous l'avons fait dans le passé, que ce lien audiovisuel ne signifie pas qu'il suit les débats. Et encore moins qu'il participe. Un écran de télévision n'est pas un palliatif pour la participation directe d'un accusé à son procès. Nous soutenons toutefois pleinement la position de nos confrères de la défense de Yengsari pour la comparution de Philippe Short et d'Elizabeth Becker. Je vous remercie. Le président. La parole est à la défense de Kusampan. Maître Kong Somon. Merci, monsieur le président. Et bon après-midi. Je vois que les parties s'entendent sur le principe juridique du droit d'un accusé à être confronté aux témoins. Je ne m'attarderai donc pas là-dessus. J'aimerais obtenir des clarifications sur le calendrier et des changements. Quelque chose qui n'était pas prévu. Il y a donc quelque chose qui n'était pas prévu. Et c'est pour les parties civiles et aussi les accusés qui sont d'âge avancé. Et il faut donc prévoir que des problèmes puissent survenir quant à leur présence. Et je pense qu'il est très important de permettre la souplesse pour les parties comme le fait présentement la Chambre, notamment dans ce cas-ci, le monsieur Philippe Short a indiqué
clairement qu'il ne sera pas disponible pour déposer l'année prochaine. Et il est bon de laisser aux témoins le soin de déposer quand il leur convient. Et c'est bon de voir de la coopération de la part des témoins. ពុំមានអ្វីជាការ Et il est bon que les témoins soient heureux de venir comparaître lorsqu'ils le font. Le président. Voilà qui met fin au débat sur la comparution de Philippe Short. Nous vous remercions d'avoir exprimé vos positions. Sur la déposition de Philippe Short et des obstacles auxquels nous sommes confrontés. La Chambre tiendra compte de préférences exprimées par les partis et émettra un mémorandum en temps utile, sans doute la semaine prochaine. La Chambre avise les partis et le public que les audiences dans le procès 002 reprendront le 25 septembre, soit mardi de la semaine prochaine. Nous entendrons le témoin TCW 475.
Monsieur Yengsari a demandé à être présent pour entendre ce témoin. C'est ce qu'il a demandé, mais les audiences reprendront donc le 25 septembre 2012 avec ce témoin. Le moment est venu de lever l'audience. Nous allons donc interrompre les débats et nous reprendrons donc le 25 septembre dès 9 h. L'audience est levée.